demande comment est-ce on évite ça? Comment, si la machine 2 a besoin des données de la machine 1, Oui, comment elle va faire si on évite le choix? bah, pour éviter le shuffle, comme je disais, c'est votre algorithme. C'est dans l'algo. Il faudra bien implémenter votre algo. Dans l'algorithme, en fait, dans la méthodologie d'implémentation ou de développement d'un algorithme en MapReduce, il y a des instructions qu'on vous dira. On va vous dire éviter de faire, d'utiliser, je prends un exemple. Hein. Si vous voulez faire des jointures, par exemple, on va vous dire si vous faites des jointures entre deux tables, bah, évitez de mettre la grosse table à gauche, mettez la plus petite non, mettez la grosse table à gauche, la plus petite à droite, comme ça la plus petite va facilement être distribuée. Bref, il y a des mécanismes comme ça. C'est pas que je comprends votre question, mais il y a des mécanismes hein, dans le framework d'implémentation MapReduce. Il y a des manières de faire qui font que vous évitez de faire du shuffle, énormément de shuffle en fait. Je vous dis juste que bon, voilà, mais dans la façon d'implémenter, votre façon de bien coder va faire en sorte que vous allez éviter de shuffle. Et c'est ça, on va dire, un bon développeur ou un bon data ingénieur est celui qui sait à un moment donné optimiser son algorithme de telle manière que il y ait moins de shuffle. Parce que moins de shuffle veut dire, comme je vous ai dit, hein, moins de shuffle, ça veut dire que votre algorithme s'exécute très rapidement. Très, très rapidement. Très, très rapidement même. Quand il n'y a pas de shuffle, ben, ça va très vite. Hein. Très, très vite. Donc, par exemple, là, voilà à peu près un flux, comme je vous disais. C'est-à-dire que vous avez un input là, un input. Il y a le fameux algorithme, c'est le tree, c'est ça? Le sort tree, je crois. Il y a un fameux algorithme qui permet de. Qui fait, je sais pas comment. Il y a un algorithme. Oh, j'ai oublié son nom. Je me rappelle, je vais vous le dire. Il y a un algorithme de tree qui fait en même temps le tree et je vais me rappeler, je vais vous le dire. Je vais essayer de le regarder. Donc là, voilà un exemple en fait qui illustre à peu près ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire que on a un fichier, un input HDFS, hein, ça peut être un fichier hein, qui est découpé en petits bouts. Comme je vous ai dit, en fait, des fichiers sur HDFS, en fait, c'est des blocs. Lorsque votre fichier fait 128 mégas, allez, ça va rentrer dans une case quelque part. Mais quand ça fait, si vous avez des petits fichiers de 10 mégas, bah, un fichier de 10 mégas va l'occuper un bloc de 128. Bon, le reste, l'espace est perdu. Hein. On ne met pas deux fichiers dans le même bloc. Hein. Mais bon, c'est pas si hyper problématique. Donc, la première phase, c'est la phase de map, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez la phase de map, on distribue en fait. Map, ça dit qu'on distribue. Vous voyez ici, si on suppose que ça, c'est le nœud 1 ou la machine 1, on a envoyé le lot 0, le bout 0 et le bout 3. Sur la machine 2, on a envoyé le 1 et le 4. Et sur la machine 3, on a envoyé le 2. D'accord? Ici, on a fait les calculs et on a obtenu un résultat intermédiaire. Résultat intermédiaire, résultat intermédiaire. Après, on arrive vers les phases de reduce. La phase de reduce, en fait, quoi qu'il arrive, on dit, OK, on réunit les résultats qui ont été faits sur les différentes machines. Et ça provoque le shuffle. Voici ce qu'on a mis copie là. En fait, ça, c'est les shuffles, en fait. Ça, c'est les shuffles que ça provoque. Ce qui fait que au départ, on avait 3 machines ou 3 nœuds. On se retrouve avec 2 nœuds pour faire les reduce. Les reduce va consister à faire quoi? À compiler les résultats intermédiaires pour construire encore soit des résultats définitifs ou bien des résultats intermédiaires. Vous voyez ici, lui, il a construit un résultat et boum, il écrit directement sur HDFS. Ce qui fait que chaque nœud, en fait, exécute ses calculs et écrit directement. Donc, imaginons un scénario où on n'avait pas besoin de faire il n'y avait pas ce shuffle-là. Vous voyez très rapidement que quand le nœud 1 aurait fait son calcul, il aurait directement écrit. On ne serait pas passé par cette étape-là.
Et là, c'est ultra rapide. Très, très rapide même. Donc, voilà à peu près un exemple de code. Hein. Là, un exemple de code de MapReduce qui va faire quoi? C'est très simple. Dans le map, il va dire, il prend l'entrée en... ces deux fonctions-là, c'est des fonctions Java. Hein. Vous pouvez les exécuter. Vous pouvez les exécuter sur votre poste en local. Je suppose que vous avez tous des ordinateurs avec des cœurs, avec 4 cœurs à peu près. Je sais que les derniers PC Windows ont 4 cœurs, je crois. Vous pouvez illustrer, vous pouvez exécuter cet algorithme-ci sur sur un PC en local. Là, vous lancez, vous voyez ce que ça fait. Vous allez voir ce que va faire le map et le reduce. Le map, il va s'exécuter en prenant en compte tous les 4 cœurs de votre machine. Et le reduce, là, va s'exécuter en prenant moins de 4 cœurs, c'est-à-dire que 2 ou 1 cœur. Et pour voir ça, bon, après vous allez me dire, pour voir ça, ce qu'il faut faire, ben, il faut que si vous maîtrisez bien votre IDE, si vous lancez ça sur IntelliJ ou bien Eclipse, vous avez la possibilité de voir ce qui se passe, d'auditer la JVM pour voir réellement ce qui se passe. Et c'est là où vous allez voir l'utilisation des 4 cœurs de votre machine. Si vous avez 4 cœurs, hein. Si vous avez 2 cœurs, malheureusement, c'est les 2 cœurs qui sont utilisés. Hein. Et pour le reduce, ben, ça va être sûrement 1 cœur ou les deux. Monsieur, Oui. La fonction map, en fait, elle va prendre un fichier test, elle va extraire tout le test qui est dans le fichier .test. Et c'est ça qu'elle va envoyer à vous tous qui essaie de C'est ça. comparer. En fait, oui, après l'utilisation, comment est-ce que vous allez appeler le map et le reduce? C'est dans votre main. Hein. C'est dans votre main que vous devez appeler. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que le map doit prendre en entrée le résultat de la lecture de votre fichier. Et le résultat du map, vous le poussez au reduce et le reduce, il vous donne le résultat final. Après, c'est à vous de savoir comment vous appeler le map, mais sachez qu'on appelle d'abord le map avant d'appeler le reduce. Jamais l'inverse. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer comment fonctionne MapReduce. Hein. Après, vous pouvez faire un exemple très simple. Hein. Regardez, vous allez voir, il y a l'exemple le plus patent, c'est ça, le word count là. C'est-à-dire que dans un fichier, ça vous compte le nombre d'occurrences de chaque mot. Et ça vous donne le résultat. Bon, là, c'est un exemple que j'ai mis comme ça pour vous illustrer à peu près ce qu'on peut faire avec les logs pour faire le processing des logs. C'est-à-dire qu'on a les logs, vous savez, quand vous voyez les logs, vous avez chaque ligne, en fait, il y a la date, l'heure, l'heure, il y a souvent une ID. Ça permet de faire, on peut faire du processing de log avec du MapReduce hein, sans problème. Donc, après ça, c'est un des premiers algorithmes, MapReduce, qui a été énormément utilisé à un moment donné, c'est le PageRank. Le PageRank, en fait, c'est la notation des pages. Ben, c'est ceux qui ont des sites Internet là, sur Google qui ont souvent besoin de ça. Mieux votre page est notée, et mieux un bon PageRank, et ben, mieux que dans les recherches Google, ça va. Dans les moteurs de recherche, votre page va rapidement s'afficher, hein, apparaître dans les pages de recherche. Et le PageRank, là, en fait, dans les toutes premières versions, c'était vraiment une application bête et méchante d'un algo MapReduce. Hein. Bon, ça, on s'en fout de ça. Donc, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant pour vous, la partie MapReduce, c'est vraiment juste pour votre culture. Hein. Juste pour éviter que vous ayez, il faut pas que vous ayez peur. Hein. Je peux vous rassurer que on ne vous demandera pas de développer un MapReduce. Hein.
si ça arrive, c'est que vraiment vous êtes tombé dans un projet ou enfin un projet qui a été développé on va dire quoi, au tout début de l'histoire du big data, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne fait plus du MapReduce. Hein. Je ne sais pas si encore... moi, je veux dire, enfin, moi, la dernière fois, j'ai écrit un algorithme MapReduce, il y a quoi? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. La dernière fois, j'ai écrit un algorithme MapReduce, il y a 4 ans. Donc, et depuis là, je n'ai plus jamais écrit un algorithme MapReduce. Jamais. Mais par contre, c'est formateur, en fait. C'est-à-dire que comprendre comment fonctionne MapReduce vous permet de mieux aborder les autres notions. C'est-à-dire que de comprendre réellement ce que c'est qu'un algorithme distribué, comment implémenter un algorithme distribué. C'est très important. C'est juste pour la compréhension. C'est pour ça que c'est dans le domaine académique ou bien lorsqu'on forme des data ingénieurs ou bien dans les formations du domaine de la data, on va toujours passer par une formation en MapReduce. Parce que c'est important de comprendre globalement comment fonctionne un algorithme distribué. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment le cours qu'on devait faire, hein, le cours, l'intermède sur Hadoop et MapReduce, parce que je voulais accentuer et faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, aujourd'hui, eh ben, on va voir ce que c'est que Hive. Et là, je pense que ça va être très cool. Ça, c'est très léger. Logiquement, vous êtes censé ne pas être perdu parce que c'est light là. C'est trop. Enfin, je dis c'est light. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, comme le titre l'indique, hein, Hive SQL on top of Hadoop. Comme je vous ai dit au début, au début de la semaine dernière, au début du cours, je vous ai dit, la data, à un moment donné, au tout début de l'avènement de la data au sein des entreprises, c'était réservé à une certaine population un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il fallait être, je ne vais pas dire initié, mais oui, on peut même dire initié. Donc, il fallait avoir une bonne connaissance des algorithmes distribués, des architectures distribuées. Et ceux qui faisaient de la data à cette époque-là, c'était des personnes, c'était des développeurs qui avaient 10, 15 ans d'expérience. C'était des gars hyper capés qui se retrouvaient à faire la data. Il n'y avait pas de jeunes. Parce que déjà, pour comprendre à cette époque-là, c'était assez rudimentaire. Comprendre ce que c'était que l'algorithme distribué, ce n'était pas du tout évident. Donc, il a fallu, pour ouvrir le monde de la data au reste de l'entreprise, il fallait introduire du SQL. Pourquoi le SQL? Parce que le SQL, c'est le langage en informatique qui est le plus répandu, que tout le monde connaît. Je ne sais pas s'il y a un informaticien qui ne connaît pas du SQL. Il y a même des personnes qui ne sont même pas informaticiens, mais qui connaissent du SQL, qui ne sont pas développeurs, mais qui connaissent du SQL. Ce qui fait que, avec l'introduction du SQL dans la data, au travers d'un ensemble d'outils, dont Hive, et bien là, on a démocratisé la data. On a rendu la data possible. C'est-à-dire qu'au final, au lieu d'écrire votre algorithme MapReduce, et ben, vous écrivez votre requête SQL, et ben, c'est Hive derrière ou bien Impala qui va prendre votre requête SQL, va traduire votre requête SQL en code MapReduce et exécuter sur Hadoop. Parce que n'oubliez pas, Hadoop ne comprend que du MapReduce. Il ne comprend pas autre chose. C'est très important, il faut comprendre ça. Hadoop, là, ne comprend que du MapReduce. Ce qui fait que vous allez écrire votre code en SQL. Il y a un truc au milieu, un intermédiaire qui va traduire votre code SQL que vous connaissez là
en algorithme MapReduce qui va s'exécuter sur les données qui sont stockées sur Hadoop. Donc, c'est ça l'objectif de Hive. Donc, Hive, en fait, c'est une base de données. C'est une base de données comme on sait, on va dire que vous connaissez MySQL, PostgreSQL, vous connaissez Oracle. Ben, dans le monde de la data, la base de données la plus connue, c'est Hive. Donc, vous avez d'autres pendants. Vous allez entendre parler de Impala, Cloudera, mais ce n'est pas open source. Donc, mais le framework open source, après, il y a autres, hein, mais le plus connu, c'est du Hive et le plus utilisé. Donc, comme je l'ai dit, en fait, là, dans mon propos liminaire, je disais, c'est l'introduction du SQL avec tout ce qui va avec. Hein. Vous connaissez tout ce qui va avec du SQL, c'est-à-dire, c'est les bases de données relationnelles, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de décrire votre besoin comme si vous étiez sur une base de données MySQL. Mais en réalité, les données seront stockées sur Hadoop. C'est ça, Hive. Ça veut dire quand on dit base de données relationnelle, c'est-à-dire qu'il y aura un schéma, il y aura des types. Vous pourrez utiliser du SQL pour exécuter dessus. Bon, après, on a mis ici, bon, le langage, on dit c'est du Hive Query Language, mais c'est exactement du SQL. C'est vrai qu'il y a quelques spécificités, vous allez voir, mais c'est à la marge. Mais l'essentiel, la base, c'est du SQL. C'est-à-dire que vous allez utiliser du HQL uniquement lorsque vous allez créer les tables, modifier des tables. Même modifier les tables, même sur du SQL standard, il n'y a même pas une différence. Créer des tables, créer des bases de données, c'est là où vous allez utiliser des instructions propres à Hive. Mais lorsque vous allez faire des select machin from join, inner join, left join, c'est du SQL standard. C'est du SQL standard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est très important que la donnée sur Hive, donc les données de vos tables ou bases de données Hive, est stockée sur HDFS, est stockée sur Hadoop. Ça veut dire que c'est des fichiers en fait. C'est-à-dire que je peux avoir ma base de données là, mais vous pouvez, si vous ne voulez pas requêter la table, vous pouvez directement requêter les fichiers en utilisant l'API HDFS. C'est ça l'avantage quand on fait la data. C'est qu'en même temps, je peux requêter les données au travers d'une table avec du SQL. Mais si ça ne m'intéresse pas, je peux aussi requêter les mêmes données en lisant directement les fichiers sur Hadoop, sur HDFS, directement. Et l'avantage de Hive, comme je vous l'ai dit, pour faciliter la vie aux utilisateurs, ben Hive propose des mécanismes qui vous permettent, si vous avez un fichier CSV, vous avez un fichier JSON, vous avez un fichier Avro, vous pouvez directement, au travers d'une requête SQL, charger vos données sur Hadoop. C'est ce qu'on va appeler les CED en fait. Donc, ça, voici à peu près l'architecture de Hive. Donc, il y a ce qu'on appelle les user interface. Les user interface, c'est les outils que vous, utilisateurs, vous aurez la possibilité d'avoir. C'est-à-dire, il y a une Web UI. Web UI, c'est toujours comme l'autre. Hein. C'est une interface web où vous pouvez avoir la liste des tables. Vous pouvez cliquer sur une table pour requêter la table et exécuter vos requêtes. Vous pouvez faire du Hive Command Line ou bien du Beeline. C'est-à-dire que ça va être en ligne de commande. Hein. Vous tapez les commandes exactement. C'est-à-dire que c'est comme l'interface, le command line de MySQL. Hein. Quand vous allez en command line de MySQL, vous tapez, c'est exactement pareil. Hein. Vous avez le Hive HD Insight, c'est-à-dire que c'est si vous souhaitez faire de la data vise, c'est-à-dire faire des graphiques
directement à partir des données qui sont dans les tables. Vous pouvez le faire au travers de avec HD Insight. Et comment est-ce que cet IHM-là fonctionne? Bon, il y a un Metastore. Le Metastore, en fait, c'est une base de données MySQL dans laquelle Hive va stocker le schéma des tables que vous allez créer. C'est stocké dans cette base. C'est une base de MySQL. C'est une base de données MariaDB. MariaDB, c'est la version full open de MySQL. Vous avez aussi, on peut aussi l'installer sur du PostgreSQL, ici, là, ou bien du MySQL classique. Donc, dans le Metastore, on aura quoi? On aura les métadatas de toutes les tables, c'est-à-dire le schéma des tables, nom des tables, le nombre de données qu'il y a sur HDFS, quoi encore, la date de création. Donc, plein d'informations sur vos tables seront stockées dans le Metastore. Et comment le Metastore va interagir avec Hadoop? Eh bien, c'est grâce au Hive QL Process Engine qui, lui, va faire quoi? Vous avez vu le MapReduce, comme je vous disais, qui, lui, va s'appuyer, qui, lui, quand vous allez exécuter votre requête SQL là, il va traduire votre requête SQL en algorithme MapReduce qui va s'exécuter et qui va lire les données sur HDFS. Donc, avec Hive, franchement, la data s'est démocratisée. C'est-à-dire que c'est devenu hyper facile, hyper simple d'exécuter ou de programmer. Ou bien Hive a permis à des personnes non techniques de pouvoir faire la data. Enfin, quand je dis pouvoir faire la data, ne croyez pas, ce n'est pas réducteur. Je ne suis pas en train de dire que votre travail va se résumer uniquement à faire des requêtes SQL. Non, non, pas du tout. Vous allez comprendre mieux. Là, en fait, avec Hive, ça a juste permis de dire aux entreprises, n'ayez pas peur, le big data, c'est exactement comme faire du Oracle, comme faire du SQL Server, c'est-à-dire le langage de programmation, c'est du SQL. Et comme c'est du SQL, on peut facilement s'intégrer avec une application qui est sur Oracle, une application qui est sur SQL Server. C'est-à-dire que les données qui sont dans cette base de données-là, nous, on peut facilement les récupérer aussi. Mais ce n'est en fait le data ingénieur que vous serez demain. Son travail ne sera pas uniquement de faire la requête SQL. Vous allez faire plus que ça. Vous allez mieux comprendre on va continuer la formation. Vous allez comprendre. Plus on va avancer, plus vous allez commencer à voir la séparation. Vous avez eu la possibilité d'entendre parler du métier de data analyst, data ingénieur et data scientist. Le data analyst, lui, son boulot, c'est d'écrire les requêtes SQL. Ce sont le boulot du data analyst. Data analyst, lui, va dire, j'écris ma requête SQL, je valide que la requête, elle marche, et après, je donne la requête SQL au data ingénieur, et c'est le data ingénieur qui va mettre en place le programme, qui va utiliser cette requête dans un programme pour pouvoir charger les données dans le data lake. C'est la raison pour laquelle, comme il y a un échange entre le data analyst et le data ingénieur, et souvent dans certaines entreprises et dans certains projets, le data ingénieur a souvent la double casquette. Donc, il va faire data analyst et data ingénieur en même temps. C'est la raison pour laquelle on vous fait ce cours sur du SQL. Vous comprenez maintenant pourquoi dans la toute première phase du programme Kapsiki, on vous a fait faire les cours de SQL. C'était pour ça.
Donc, ça reprend à peu près, c'est à peu près la même architecture, mais un peu plus en détail, avec là, la Web UI, le Web Client, le Metastore, avec Thrift API, et là, le Hive Query Language, avec les opérations qu'il fait, le parse, le plan, l'execution, le CERD. CERD, en fait, c'est l'API ou le plugin qui permet à Hive de charger directement ou d'interpréter les données stockées au format soit JSON, soit CSV, soit Avro, soit ORC. Et pareil, on a toujours, comme tout à l'heure, je vous disais, le MapReduce qui va interfacer HDFS. Donc, vous avez ces étapes-là hein, qui vous disent à peu près. Donc, un élément très important sur Hive, enfin, sur l'introduction du Hive, c'est que Hive a introduit quelque chose d'important qui est le fait de pouvoir avoir bon, dealing ici veut dire interfacer ou communiquer, comme je disais tout à l'heure, avec les données structurées. Vous vous rappelez, je vous ai dit, la data a introduit le fait que dans un même système, on pouvait avoir les données structurées, non structurées, semi-structurées. Avec le SQL, avec le SQL et aussi via Hive, on rend ou on démocratise, on ouvre la data au monde de l'entreprise. On permet au monde de l'entreprise de facilement accepter, de facilement utiliser les frameworks, les outils data. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un outil data ou un framework data qui ne supporte pas du SQL. C'est rare. On dirait que c'est devenu l'élément central, l'élément le plus important, le critère le plus important. Parce que quoi qu'il arrive, hein, on construit des frameworks, on construit des outils pour qu'ils soient utilisés. Si vous construisez un outil qui n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc, quand vous êtes là, vous avez juste une description en détail de chacun des composants de l'architecture, hein, de cette architecture-là. Vous avez là le Metastore, comme je disais. Ça va, c'est les métadatas des tables, ça c'est le schéma, la location, s'il y a des partitions. Vous avez le Thrift API. Thrift API permet, c'est une API qui permet d'interagir avec les différents composants qui sont présentés par qui sont présents sur l'architecture que j'ai présentée tout à l'heure. Donc là, comme vous disiez, c'est les métadatas, hein, le Metastore. C'est vraiment c'est une base de données. Hein. Moi, je l'ai installé, je suis un client, j'ai installé sur du Postgres, sur du MariaDB. Donc, le Hive CLI, comme je vous disais, c'est les command line. Hein. C'est exactement comme le SQL command line. C'est-à-dire que c'est un mode batch, vous exécutez vos requêtes. Et à la Web UI, ceux qui sont un peu paresseux, qui ne veulent pas exécuter les requêtes là dans command line, ben, peuvent le faire dans la Web UI. Hein. C'est un peu joli la Web UI, on vous présente le truc, vous exécutez vos requêtes et ça, c'est nickel. Hein. C'est beaucoup plus user-friendly que l'écran noir. Mais ceux qui adorent l'écran noir, bah, vous prenez le command line, hein, vous exécutez aussi vos requêtes, hein, c'est pareil. Donc, le langage, comme je vous ai dit, la philosophie de base, c'est du SQL. Donc, ça s'inspire du SQL. C'est du SQL à la base. Après, il y a du MapReduce. Comme je dis, derrière, c'est du MapReduce. C'est-à-dire que ça va vous prendre du SQL. Ça va prendre du SQL. Ça va traduire ce SQL-là en algorithme MapReduce. Et en termes d'opérateurs, donc il y a pas mal. Les projections ici, c'est le select. Hein. Projection, c'est l'équivalent du select. L'équijointure, c'est tout ce que vous connaissez en jointure là.
les go by, le order by, le sampling, c'est tous les opérateurs que vous connaissez en SQL, vous pourriez les utiliser. Hein. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a aucune restriction, hein, aucune. Sauf les procédures stockées. Bon, déjà, les procédures stockées, je sais pas pourquoi Oracle a fait ce truc-là, mais c'est n'importe quoi. Sauf les produits stockés. En dehors des produits stockés, vous pouvez utiliser toutes les autres instructions. Donc, par exemple, là, tout. Donc, après, ils ont rajouté une extension, comme je disais, mais après, ça dépend. Hein. Ça dépend vraiment, c'est utilisé vraiment lorsque vous souhaitez vraiment aller soit optimiser vraiment votre requête SQL ou bien, et c'est là où on voit la touche data engineer. C'est-à-dire que le data engineer, lui, il ne va pas se limiter à faire une requête simple. Lui, il va essayer de dire, bah, je vais faire ma requête, comme je vous ai toujours dit. N'oubliez pas que ce SQL-là va être traduit en langage MapReduce. L'élément le plus important, si vous voulez que votre requête SQL s'exécute très rapidement, eh ben, il faut que votre requête soit facilement traductible en langage SQL. Et tout part de quoi? Tout va partir de soit de la table, soit de la vue, soit de la table externe que vous allez créer. Et là, on va introduire les mécanismes de map, cluster, partition. Le cluster, c'est pour réunir les données se ressemblant dans un même bloc ou les données apparentées dans un même bloc. Le partition, ça veut dire que je partitionne mes données sur soit par date. Imaginons si on reçoit les données. Attendez un instant. Par exemple, si vous avez des données, si vous recevez des données par jour, par exemple, vous pouvez décider de créer des partitions par jour pour optimiser le stockage et le requêtage de vos données. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Allez. Donc, sur Hive, on a Hello. Donc, je tentais de dire, sur Hive, on a deux types de tables. Les tables internes, c'est des tables qui sont créées, qui sont gérées directement par Hive.
Et on a aussi les tables. On a aussi les tables externes. On a aussi les tables externes qui sont des tables qui sont créées par-dessus les données sur HDFS. À la différence des tables internes, les tables externes, elles, lorsque vous supprimez une table externe, vous ne supprimez pas les données sous-jacentes. Donc, ça va être le mécanisme le plus utilisé sur Hive. Par contre, les tables internes, lorsque vous supprimez une table, eh bien, vous supprimez aussi la donnée en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on va énormément utiliser les tables externes parce qu'elles offrent ce mécanisme de sécurité-là. C'est-à-dire qu'en créant une table externe, si vous la supprimez, ben, les données restent toujours sur Hadoop. Hein. Et l'avantage c'est-à-dire que les tables externes s'apparentent un peu aux vues, mais ce n'est pas des vues. Hein. Il y a aussi la possibilité de créer des vues. Comme on crée des vues sur Oracle ou bien sur MySQL, on peut aussi créer des vues sur Hive sans problème. Hein. Donc, un des on va dire, des inconvénients de Hive aujourd'hui, c'est que Hive n'est vraiment pas le bon outil qu'il vous faut si vous voulez faire le near real time, si vous voulez vraiment faire des exécutions en temps réel. Si vous voulez faire des exécutions en temps réel, c'est pas du Hive, c'est pas Hive qu'il faut utiliser. Parce que comme je vous ai dit, Hive, lui, il va prendre votre requête et derrière, il va traduire cette requête en langage MapReduce. Bon, récemment, ils ont introduit ce qu'on appelle du thèse. C'est-à-dire que il y a une étape entre le MapReduce et votre requête SQL. Il y aura du thèse pour optimiser, mais jusque-là, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que Hive ne sera pas l'outil qu'on va utiliser si on veut faire du real-time. Raison pour laquelle Hive est utilisé pour faire du batch. C'est-à-dire que ce qu'on fait du batch, on veut exécuter des requêtes SQL sur un volume très important de données, et ben, on le fait simplement avec Hive. C'est très bon de le faire avec du Hive. Et comme vous disais, vous voyez qu'on revient toujours à cette même caractéristique des 3V, hein. Volume, vélocité, variété. Donc, avec Hive, vous pouvez faire une jointure sur des tables qui représentent des fichiers. Des fichiers quoi? CSV, JSON ou binaire. C'est-à-dire que je peux, dans mon traitement, avoir besoin de faire une jointure entre des tables qui représentent les données stockées sous ce format-là. Je le fais simplement directement sur Hive. C'est-à-dire que je peux faire select machin from ceci, dans la table CSV, je joins avec join on machin l'ID de ceci égale à l'ID d'une table qui représente un fichier ORC et c'est totalement transparent. Totalement transparent. Donc voilà à peu près les commandes, comme je vous disais. Hein. Donc il y a le create table, hein. Ça c'est le create, ça c'est précision. Lorsqu'on fait un create table, c'est une table interne qu'on crée. Hein. Si c'est une table externe, on va bien mettre le thème, il y aura le thème external. Donc là, create table, ça vous crée la table. Hein. Create table, donne le nom de la table. Et là, entre parenthèses, vous mettez les noms des colonnes. Nom de colonne de type, virgule, s'il y a plusieurs noms de colonne type, nom de colonne type. Et là, vous pouvez faire raw format, delimited. Ici, si c'est un fichier, là, vous voyez, on dit ici que cette table-là, cette requête dit, je crée la table dont les données sont stockées sous forme de fichier test.
Il y a plusieurs, on peut faire store as ORC, store as CSV, store as JSON. Oui. Monsieur, j'ai une question. Oui. Lorsqu'on crée une table externe, vous Mhm. dites lorsque on supprime, ça ne supprime pas directement le. Les En données. fait, ça, Oui. oui, ça ne supprime pas directement les données. J'aimerais Oui. donc savoir, Mhm. en utilisant une table externe, lorsqu'on veut travailler dessus, est-ce qu'on n'a pas besoin de la transformer en table interne avant de Non, pas du travailler tout. concrètement dessus? Non, pas du tout. Ah, ok. Non, pas du tout. Je Ok. dis, en fait, la seule différence entre les tables internes et les tables externes, c'est que la table externe, le schéma, c'est uniquement le schéma de la table qui est géré par Hive dans le Metastore. Donc, quand je dis le schéma de la table, c'est le nom des colonnes, le nom des colonnes et le nom de la table. Alors que quand une table interne, Hive gère tout. Hive va gérer le nom des colonnes, le nom des tables et aussi le nom et le contenu du fichier qui est sur Hadoop. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites un delete, il peut supprimer tout. En table interne, il supprime tout. Donc après, vous avez la commande load data qui permet de charger les données. Vous avez le show table qui permet de lister, lister les tables. Vous avez le select là, c'est le select statement, c'est le select. Hein. Ici, vous pouvez faire la jointure, comme je disais, entre deux tables. Ici, j'ai l'ID qui me permet de faire la jointure et j'ai ça en résultat. Ça, c'est vraiment la jointure, il n'y a pas de... Ouais. Et là, vous pouvez faire les inserts, machin. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire ça, insert into table, machin. Vous pouvez faire select ça, ça, ça. Vous voyez que c'est vraiment du SQL. Et comme je disais, ces données-ci, par exemple, prenons l'exemple, ça peut être du CSV. Et ça peut être du fichier JSON. Mais vous voyez bien qu'on réussit à faire la jointure entre les deux, sans problème. Ou bien ça peut être du test plat. Et là, ça peut être du fichier Avro. Et on fait la jointure entre les deux sur Hive, depuis Hive. Et on fait, vous voyez, on fait le insert into table. Ici, en fait, on va créer, précision, la requête, cette requête va faire quoi? On va créer une nouvelle table à partir de l'exécution la requête select. Donc là, on explique à peu près ce qui est fait derrière hein, en MapReduce. comment est-ce que est traduit le SQL en MapReduce? Est-ce que vous voyez le truc ou pas? Oui, je comprends. Voilà. Mais Vous je voyez voudrais que... savoir, Ouais. en fait, dans le cas, bon, comme c'est une table de base, normalement, il n'y a pas de fichier, par exemple, dans fichier. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas très bien. J'avais une petite compréhension. En fait, je me demandais comment ça pouvait stocker un fichier. Bon, ça peut que je vois que ça peut, en fait. C'est pas seulement quand on va afficher le donner un fichier, en fait. Je sais que voilà. C'est vrai que je n'ai pas très bien saisi. Hein. Tu as une question ou bien tu... Bon, ah non, non, c'est bon, j'ai compris. OK. Donc là, par exemple, la fameuse jointure qui est là, qui est ici, celle-là. Voilà comment elle va être traduite. Hein. C'est-à-dire que ça se sélecte là avec ces jointures. Voilà comment elle va être traduite en MapReduce. Donc, voici nos deux tables qu'on essaie de faire la jointure dessus. Donc, il y aura une première étape de map qui va faire quoi? Qui va prendre les clés, les colonnes, la clé sur laquelle on veut faire la jointure, qui va les extraire, qui va dire, OK, key value, key value, key value. Donc là, il va prendre cette colonne-là
Donc ici, est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Donc là, il dit, OK, pour cette clé, je dis, OK, 1, j'ai un élément. Donc ici, en fait, la valeur là, et 2. Et 1. Ensuite, 2. Ensuite, ainsi de suite. D'accord? Pareil, ici, ce nœud-là. Ça, c'est les nœuds, hein. Ça, c'est les machines, hein. Ça, c'est les machines là. Et ça, c'est la machine. Ça, c'est une autre machine ici. Il ne faut pas croire que ça, c'est sur une seule machine. Non. Ou bien, si vous êtes sur une machine, si vous lancez, si vous avez Hive sur votre poste avec 4 cœurs, si vous lancez la requête, eh ben, ça, c'est l'exécution sur un cœur, sur un CPU. Et voici l'exécution sur un autre CPU. Et après, ça, c'est la phase de... Attention, on avance comme ça. Voilà. Donc, la phase de shuffle sort, en fait, qui va permettre de faire le reduce, en fait, et avoir le résultat. Donc, allez. Voilà. Enfin, c'est vrai que le schéma est très grand. C'est la suite qui va là. Donc, après, il y a une phase de reduce qui réduit comme ça et nous donne le résultat final. Mais ça, c'est à peu près comment l'algorithme qui va être généré va être fait, hein. Et souvent, l'étape la plus compliquée, lorsqu'on a des requêtes de jointure comme ça, lorsqu'on a des cas de jointure ou bien qu'on a plusieurs jointures. Imaginez, je me rappelle, je suis allé sur un projet où ils avaient une requête qui faisait plus d'une page, hein, avec des requêtes de jointure, avec les jointures, tu te perds. Et je me rappelle quand on lançait l'algorithme, on lançait l'exécution de la requête, ça pouvait faire 6 heures de temps. 6 heures de temps. Et ça galérait beaucoup plus souvent, c'est au niveau de cette étape-là, l'étape de shuffle. Et le data ingénieur, lui, son rôle, quand on va le filer une requête comme ça, et que ça met 6 heures de temps pour réduire, il va analyser la requête dans le but de limiter quoi? De limiter cette étape-ci. De limiter l'étape de shuffle sort là. Comme ça, il y a les mécanismes, hein. On va peut-être dire que, OK, ah non, je suis où là? Ici, par exemple. On va dire, OK, il faut toujours mettre la petite table à droite, toujours. La table qui compte, quand il est plus petite table, la table qui compte le moins de lignes à droite. Parce qu'elle va être facilement broadcastée. Broadcast, ça veut dire que la table qui est à droite, il y a une copie de la table qui est envoyée sur chacun des nœuds facilement. D'accord? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? J'ai dit bien, la table qui est à droite de l'instruction de join là, une copie de la table va être envoyée sur tous les nœuds, on va dire. C'est ce qu'on va appeler le broadcast ou diffusion, si vous voulez, diffusion en français, hein. Et si vous regardez bien, c'est à peu près ce qui est fait, hein. Là. Bon, après, il y a quand le shuffle, forcément, comme je l'ai dit, le shuffle, l'idéal, c'est de ne pas en avoir. Mais c'est vraiment rare aussi de ne pas en avoir, hein. Il ne faut pas croire que si vous faites un algo, il n'y a pas un shuffle. Il faut absolument qu'il y ait 0 shuffle. Non, non, non. C'est tellement rare que si vous refusez à faire un algorithme qui a 0 shuffle, c'est top, c'est super. Mais c'est dur à avoir, hein. Donc là, voilà un exemple de count avec un group by. Et là, alors, là, c'est les pires. Les group by, quand vous faites des agrégations, group by, order by, having, machin, c'est les pires. C'est les pires instructions qui vous génèrent le shuffle à mourir. Non, le shuffle avec le... Donc là, vous avez des exemples, hein. À chaque fois, on explique à peu près comment est-ce que
Les requêtes sont traduites en MapReduce. Mais ça quand vous allez lancer votre requête, vous n'allez pas voir ça. Hein. C'est vous qui devez être capable de traduire ça dans votre tête. De dire, OK, bon, si je respecte les règles qui disent que si je fais une jointure, je dois mettre la plus petite table à droite, je dois activer le threshold broadcast, je dois l'activer. Si mes données sont partitionnées, il faut que j'utilise les clés de partition comme clé, ou bien qu'il faut que je mette une instruction de where sur les clés de partition. En fait, c'est des astuces comme ça qui vont derrière générer le fait qu'il y aurait moins de shuffle. Et ces mécanismes-là sont tous documentés. Il y a une partie dans la doc. Et là, dans le cours, il y a une autre partie qui est dans la doc officielle de Hive. Hein. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aller sur le Confluence, le site Apache Hive, ou la doc officielle qui est la user documentation qui est sur Confluence, pour avoir tous les exemples d'instructions, instructions et autres. Et ne cherchez pas à retenir ça par cœur. Hein. Je vous préviens juste. Hein, parce que moi-même là, je vous dis, je ne retiens pas les instructions SQL dans la tête. Hein. Quand j'en ai besoin, je m'en vais sur le site de Confiance, hein, je copie, j'utilise. Je ne vais pas, enfin, moi, je vais pas rester là à réfléchir, à garder dans la tête. Ah oui, comment est-ce que je vais écrire C'est bien de savoir. C'est très bien de savoir comment c'est. Mais c'est un peu comme du SQL. Quand vous faites du SQL, vous maîtrisez les bases du SQL, mais il peut arriver lorsque vous voulez faire une requête très complexe, que vous regardez sur Internet, comment vous regardez sur Google, comment écrire une requête compliquée. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas, une transposition de matrice, vous allez sûrement aller regarder comment on fait transposition de matrice en SQL sur Google. C'est à peu près ce que je veux dire. Hein. Donc ça, on a vu ça. Ouais, pareil, ça c'est toujours, on vous montre des exemples. Hein. Si vous considérez que ça c'est une table, ça c'est une table. Donc on va faire du MapReduce pour calculer une nouvelle table AB. On fait encore du MapReduce entre la nouvelle table AB et la table C. On conçut une dernière table. Donc s'il faut traduire ça, je dirais ça c'est un join de la table A et la table B sur la colonne qui me donne comme résultat la table AB. Et je fais encore un join avec sur la colonne, sur la table C, et ça me donne ça comme résultat. Donc, ça veut dire que ça, c'est un select de key AV, BV, CV from la table A, join B on key A.key égale à B.key, join C on C.key égale à A.key. Donc, en une seule requête avec deux joins, voilà comment elle est traduite. Hein. Voilà. Donc, après, vous avez, comme je disais, les requêtes insert. Ça, vous avez l'habitude. Hein. Pour ça que je vous ai dit que ce cours sur Hive va être très light, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment très soft. Hein. C'est hyper soft. Très, très soft. Hein. Donc là, pareil, ça, c'est le même exemple où on remplace, on fait les agrégations, on remplace les valeurs, on essaie de calculer la somme du nombre pour le type mâle et le type femelle.
Mais comme je vous ai dit, les agrégations, c'est le pire. Les agrégations vont forcément générer le shuffle. Que ce soit la somme moyenne, machin, ça fait... Quand on dit agrégation, quoi qu'il arrive, il y aura les shuffles. Voilà. Ça, ça c'est les choses. Bon, c'est inévitable souvent. C'est vrai que je déconseille souvent de faire ça. Moi, personnellement, je déconseille. Les trucs de select étoile, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut vraiment éviter de faire des select étoiles. Il faut vraiment sélectionner que les données que vous avez besoin. Parce que le select étoile veut dire que tu prends tout dans la table. Et dans la table, ça va forcément, enfin, je dis, dans un élément, enfin, ça, c'est l'expérience, hein. Moi, par expérience, je vous dirais que sur le data lake, dans une table, on n'a jamais besoin de toute la table, de toutes les colonnes de la table en instant T. Et comme l'élément, comme l'élément le plus important du data lake, c'est de dire, je n'exécute une requête que pour répondre à un besoin bien précis. Ça veut dire que si quelqu'un me dit, sur un projet, dit, moi, je veux avoir la colonne 1, 2, 3, 4, eh bien, faites un select avec uniquement les données dont ils ont besoin. Ne brassez pas les données dont ils n'ont pas besoin. Parce que comme le data lake, c'est des gros volumes, si vous vous retrouvez en train de brasser les données que vous n'avez pas du tout besoin, eh ben, vous allez perdre de l'argent, perdre du temps d'exécution à manipuler les données qui ne seront pas utiles. Ça ne sert à rien du tout. Donc, autant mieux faire un select des données utiles et n'appliquer que votre algorithme sur ces données utiles-là. Parce que rien que ces données utiles seront peut-être hyper importantes. Or, comme l'élément très important, l'élément central dans la manipulation des données data, c'est la vélocité, c'est-à-dire que c'est exécution en un temps record, temps rapide, et bah, il faut éviter de faire les select étoiles. Hein. C'est pas bon. Donc, là, je vous ai mis deux docs. Comme je vous disais, il y a la doc du site officiel d'Apache, là. Si je peux l'ouvrir, voilà. Ça, c'est l'ensemble des releases et autres. Hein. Vous voyez tout mon écran? Monsieur, on voit l'écran. OK. Donc, là, vous avez, si je vais dans, je suis où là? OK, si vous allez là. Ah non, non, je suis dans, ah, attendez. C'est où là? Voilà, désolé. Donc là, vous avez la doc officielle de Apache Hive. Et bon, la fameuse doc que moi j'ai l'habitude d'utiliser, hein, c'est celle-là. Hein. Elle est ouf. Bah, je suis où là? Oh merde, je vois plus mon truc en fait. Hein. Bah, j'ai l'impression d'avoir perdu mon partage. Hein. Bon, on dirait que j'ai perdu mon partage. Hein. Bon, attendez, je vais aller jusqu'à la fin là. Ok.
Et pourquoi est-ce que j'ai perdu mon partage tout à l'heure? Donc là, voilà. Donc, ça, c'est la doc que moi j'utilise le plus. Hein. Donc, vous avez toutes les commandes là. Vous pouvez prendre, regarder là, comme la syntaxe. Vous avez les exemples là. Donc, vous avez tout, hein, tout. Et pour ceux qui veulent, bon, vous pouvez aussi l'installer sur votre poste. Hein. C'est pas. Donc, voilà les étapes d'installation sur votre PC. Si vous voulez installer, sur ceux qui ont, si vous avez MySQL, oui, vous pouvez installer. Donc, vous suivez ces étapes-là, exactement ces étapes. Vous pourrez l'installer sur votre poste. Mais ça ne veut pas dire que votre poste deviendra un data lake hein, ou un cluster. Hein. C'est juste pour que vous puissiez jouer avec les commandes là, ces commandes-là. Faites les petits exemples comme ça, juste pour jouer avec. C'est juste pour comprendre, mais donc après, il y a quoi d'autre? Bon, vous avez pas mal de trucs, hein. Vous avez plein. Il y a la partie administration, comment installer, comment configurer, comment installer le Metastore, comment mettre en place les JDBC ou DBC. Vous avez plein de trucs, hein, plein. Il y a même certains qui vont, enfin, je veux dire, par exemple, je vous parlais de clients. Il y a le client web. Aujourd'hui, il y a tellement de clients que même depuis les clients par défaut là, que vous connaissez des bases de données MySQL là. Comment s'appelle encore les clients? Les clients SQL là. La majorité des clients SQL aujourd'hui permet d'interfacer Hive. Hein. Vous pouvez ajouter Hive sans problème. Vu que vous voyez, il supporte le JDBC ou DBC. C'est-à-dire que si vous avez un client SQL qui supporte ces protocoles-là, vous pouvez interfacer, vous pouvez l'utiliser comme client Hive sans problème. Donc, on est arrivé au terme de notre cours. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Good. Bah, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Et je vous dis à... Monsieur, Oui. pour la page que vous avez, est-ce qu'on peut avoir le lien de cette page aussi? Le lien est dans le cours. Le lien, vous avez dans le cours. Ah, ok. Vous avez le lien dans le D'accord, cours. monsieur. Donc, le cours, je vais le mettre sur... je vais mettre le cours sur Capshare demain. Vous aurez le cours sur Capshare demain. Ok, ça marche. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les posez dans le forum, dans le groupe WhatsApp. D'accord? Ok. Bonne soirée. D'accord, Et monsieur. bon week-end. Bonsoir à vous. Monsieur. Merci, monsieur. Autant à vous.